votre fidélité, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs. Nous sommes déjà au plateau avec votre équipe, votre thème de jeunesse dorée. C'est parti pour 1h30 d'émission. Mais ils ne pourront jamais me toucher. Mais dans la démarche va me toucher. Et de l'étonner en toucher. Yamala ya ouwa no pe. Nous devons nous dire ouais nous va pouvoir de nous no va do ouais nous temps. Les gars de mi jokodo, mi jiki va confier na photo. Non ton que mono jamais deji. Nous na la ouais ça va pour les deux tu non bolo mais jamais. Credo, un artiste que nous avons déjà reçu sur le plateau de Innova. Et pour commencer, la première escapade de votre émission, c'est bien sûr InnoBuzz. Et dans la première manche, c'est Buzz avec Nelly. Michael, Nelly, bonjour. Bonjour Habib, j'espère que vous allez bien. Je vais super bien. La toute première information de cette manche, c'est bien sûr l'Amazone qui s'illumine en bleu pour le respect des droits des filles européennes. Exactement, Habib. C'est de cette façon que les Béninois ont célébré cette année la Journée mondiale de l'enfance, placée sous le thème de l'égalité et de l'inclusion, en présence de son Excellence Madame Chabi Talata, de la ministre des Affaires sociales et de la microfinance, Véronique Toyin-Fodé, ainsi que du ministre de la Justice, Séverin Quenom, du corps diplomatique et de quelques membres des Nations Unies. Plus de 700 personnes étaient au pied de la statue de l'Amazone pour la voir s'illuminer de bleu en hommage à toutes les filles du Bénin. Et Nelly Michaï, vous avez suivi aussi cette actualité du gouvernement qui augmente le salaire minimum interprofessionnel garanti de 30% à compter de janvier 2023. Tout à fait, le gouvernement béninois relève le SMIC de 30% et revalorise les salaires des fonctionnaires de l'administration publique par catégorie. La décision est tombée mercredi dernier au Conseil des ministres et sera visible dès la fin de ce mois. Pour précision, le SMIC passe de 40 000 francs à 52 000 francs CFA à compter du 1er janvier 2023, soit donc 30% d'augmentation. Il n'avait pas bougé depuis 9 ans, il faut le préciser. Et puis à l'issue de cette décision, le secrétaire général du COSI Bénin a affirmé: nous allons continuer de secouer le cocotier en espérant que les noix de coco tombent encore plus, ce qui traduit bien le fait qu'ils sont relativement satisfaits, mais qu'ils attendent un peu plus d'efforts de la part du gouvernement. C'est bien sûr vers la fin de ce mois de décembre, pas janvier. Exactement. Il faut le dire. Alors, le concert du célèbre artiste congolais Koffi Olomide aux États-Unis a été tout simplement annulé. L'artiste est rentré sur le territoire américain avec un visa touristique. Il n'avait pas le droit de faire de concerts payants car n'ayant pas de permis de travail. Il lui a aussi reproché d'avoir fait travailler illégalement des musiciens et danseurs venus d'Europe ou recrutés sur place sans permis de travail. Auditionné par l'immigration, il a présenté un passeport français
puis un passeport diplomatique. Il a été chassé sur la France et risque une interdiction d'entrer sur le sol américain pendant 5 ou 10 ans. Conséquence, son concert qui devait se tenir à New Jersey hier a été annulé. Ce samedi donc a été annulé. D'accord. Nous allons rester aux États-Unis pour constater qu'un jeune de 18 ans est élu maire de la ville de Dankasa. Il s'appelle Jalen Smith, 18 ans, et il a été élu maire d'Arkansas. Il devient ainsi le plus jeune maire noir des États-Unis. Le jeune a déclaré qu'il souhaiterait améliorer la sécurité, démolir les maisons abandonnées, développer le transport en commun et ouvrir une épicerie. Et ce sera tout pour le tour de l'actualité cette semaine à Billy. Merci beaucoup à vous, Nelly Miché, pour ce bulletin de l'actualité. Nous allons faire une autre sportive avec Ibrahim Adamou. Bonjour. Bonjour, Vous avez suivi avec nous la Coupe du Monde. Absolument. Et je suis tout aussi étonné et très heureux de vous annoncer que le Maroc a réalisé un exploit continental. C'est la première fois que nous avons une équipe africaine qui bat une équipe européenne, une nation européenne, et qui file en demi-finale. Cela n'avait jamais Beaucoup de Romains nous touchent, dans nous on bête à Wanosi. Kengan de Bochiwi, nous est pas mis dehors, mina modi. À quoi est roi ou mi, hein? Je bois non yavoko. Lega de Gwena Wabodo, comme il y a lié de Mamboka. Madota, fille, Agbani do Koji, Manon se vivi, Kalangolon, Tagangolon, Adumbele, Kalangolon, Palangolon, Adumbele, Mono Deji, Renela Wazo, Wavula, Jure, Nombolo, Menjame, Mono Deji, Renela Wazo, Wavula, Jure, Nombolo, Menjame, Solicheri, Kingo, Avori, Kingo, Nico, no Yoko, Renela, Bubu, and Open, Avori, Kingo, Nico, Mayoko, Renela, Bubu, and Open, Sportive, avant de boucler le bulletin des informations avec Ibrahim Adamou. Bonjour. Vous avez suivi avec nous la Coupe du Monde. avec beaucoup de passion. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir? On peut retenir principalement pour l'Afrique, et c'est d'ailleurs ce qu'il y a de plus à retenir, parce que c'est pour la première fois qu'une équipe africaine réalise un tel exploit. Nous avons le Maroc qui s'invite dans le dernier carré des grandes nations de football de ce monde, en battant le Portugal par 1-0 ce vendredi dernier. Certaines nations quand même ont été éliminées très rapidement. Ah oui, nous avons compté, nous, Africains, avions compté sur certaines nations qui tenaient le haut du classement continental. Mais à la Coupe du Monde, ce sont ces nations-là. Et au début de la Coupe du Monde, on n'aurait pas parié sur le Maroc. Mais le Maroc a produit un très beau jeu. Aujourd'hui, nous sommes tout autant surpris que fiers qu'une nation africaine atteigne ce niveau du mondial. Un joueur camerounais a quand même fait des exploits. Vous pouvez le citer? Bien sûr, c'est Aboubacar Vincent. Aboubacar Vincent, en marquant contre le Brésil, que tout le monde n'espérait pas, est devenu l'idole de milliers de jeunes Africains. Toute l'Afrique est fière d'avoir Aboubacar Vincent. Dernière question avant de vous laisser, avant de laisser Nelly continuer. Quels sont les pronostics selon vous? Quel est le pays qui va partir avec le trophée? Bien là, je suis séduit par le Maroc et je suis prêt à parier sur le Maroc. Une défense impénétrable, une armée impénétrable et une attaque très rapide. Donc je pense que cela porte. Et c'est possible que le Maroc nous ramène la coupe. On croise donc les doigts. Nelly Michaï, nous allons poursuivre avec le sujet qui est en débat aujourd'hui. Oui, exactement, Habib. Cette semaine, un de nos confrères
Ulrich Ahovici a présenté une émission sur une web TV de La Place qui tournait autour du thème « Peut-on héberger indéfiniment sa belle-mère ?» Une thématique qui est d'actualité puisque cette question est assez délicate, comme vous le savez certainement, à aborder dans les couples aujourd'hui. Et Ibrahim, Adamou et Vanessa Zanou, qui est d'ailleurs nouvelle sur ce plateau, sont là pour qu'on puisse parler de ce sujet. Vanessa, bonjour. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Je vais super bien. On est très heureux par ici de vous recevoir. Plaisir partagé. D'accord. Bonjour Et donc, Ibrahim. Bonjour Habib. Bonjour Vanessa. D'accord. On va commencer tout de suite. Je vais commencer par Ibrahim parce que je sais qu'il bouillonne d'impatience d'opiner sur ce sujet-là. Pour vous, peut-on héberger indéfiniment sa belle-mère? Et avant de répondre à la question, je voudrais d'abord attirer un peu l'attention sur la formulation même du sujet. Peut-on héberger indéfiniment sa belle-mère? Oui. Pourquoi n'a-t-on pas dit son beau-père? Bon, en tout cas, on a constaté quand même que... ce sont les belles-mères souvent qui ont tendance à jouer l'incruste, voilà. Opiniâtres, etc. Bien, je crois que c'est ça, parce que chez les hommes, généralement, ça ne pose pas de problème. Mais c'est lorsqu'on réunit, qu'on met ensemble des femmes qui vont rester ainsi, que ça commence pas à poser problème. Pourquoi? Maintenant, pour répondre à ta question rapidement, je peux dire que cela est faisable. Il est possible donc d'héberger indéfiniment sa belle-mère. Ça sera difficile, mais on peut créer un climat, on peut créer des conditions, on peut créer des règles sur lesquelles chacun pourra marcher. En quoi pour vous ce sera difficile d'héberger sa belle-mère? Cela sera très difficile parce que par expérience, on va dire que les rapports entre femmes ne sont pas pacifiques, toujours pacifiques. Il y aura une guerre de leadership au sein de la maison. La belle-mère voudra donner des ordres. Elle ne voudra pas rencontrer d'opposition de la part de sa belle-fille et tout cela. Et la belle-fille aussi ne se laissera pas faire. Et personne ne va s'effacer devant l'autre. Donc cela prévoit déjà un choc entre deux femmes. Ce qui ne sera pas pacifique, ça ne sera pas du tout donc facile, mais je pense que cela sera possible. D'accord. Avant de revenir vers vous, Habib, je vais laisser Vanessa placer un mot. Oui. Pour vous, peut-on héberger indéfiniment sa belle-mère? Du côté de l'homme comme de la femme. Pouvez-vous héberger indéfiniment votre belle-mère? Personnellement, je pense que je vais rejoindre le point de Ibrahim, si c'est possible. Ça va dépendre. Il disait tout à l'heure que c'est possible, mais ce sera difficile. Je pense que ça dépend des relations que vous avez avec votre belle-mère. Ta femme, ça dépend de sa relation avec sa belle-mère. Et l'homme également, ça dépend également de sa relation avec la mère et sa femme. Parce que même s'il y a des conflits entre... les deux, entre la belle-mère et la femme concernée, je pense que c'est toi l'homme qui est au milieu des deux et qui pourra quand même apaiser la situation. Donc je pense que c'est faisable. Mais tout... Donc quand je suis Vanessa et Ibrahim, il faut alors travailler à établir une relation de confiance entre belle-fille et belle-mère. Moi j'ai quand même une question. Comment est-ce qu'on peut arriver à faire ce job? Comment est-ce qu'on peut arriver à travailler? Comment créer ce climat de confiance, de tranquillité? Est-ce que c'est toujours facile de le faire? Quels sont les facteurs sur lesquels on peut s'appuyer pour pouvoir créer ce climat de confiance? Ibrahim Adam. Bien, vous avez demandé si cela est facile à faire. Et il n'y aura pas d'injonction qui marcherait à tous les couples. Donc, cela va dépendre du couple en face duquel on est. Et donc, si nous avons déjà un couple avec deux conjoints qui ne restent souvent pas à la maison, chacun va casser ses occupations en dehors même du cadre familial. Je pense que cette relation, une belle-mère dans un tel couple, sera moins conflictuelle qu'une belle-mère dans un couple où la femme et la belle-mère seront à longueur de journée et tous les jours à la maison. Mais Ibrahim, il y a certaines belles-mères quand même qui sont assez coriaces et qui ont une vision bien claire de ce que doit être un couple. Et quand ça ne suit pas leur façon de voir les choses,
automatiquement elle s'oppose. Si par exemple la belle-mère n'est pas pour le fait que votre femme aille travailler et trouve par exemple qu'elle ne s'occupe pas bien de vous ou qu'elle ne s'occupe pas bien des enfants, comment est-ce qu'on peut gérer ça par exemple? Peut-être qu'elle ne s'occupe pas aussi bien de vous parce qu'une belle-mère, c'est quand même une mère et elle souhaite le meilleur pour son fils. Si elle trouve que réellement que vous ne vous occupez pas très bien que la femme ne s'occupe pas très bien de son mari, c'est peut-être vrai. Mais là, il y a un problème qui se pose, puisque... Il va falloir... Vanessa n'est pas d'accord. Vanessa n'est pas d'accord. Je pense que je dis que c'est peut-être vrai. Je pense que je vais toujours revenir sur ma question de relation entre la femme et son homme. Genre, tout est... Je pense que si les bases sont déjà mises en place, genre, je vais voir ma maman pour dire j'ai rencontré un homme, il est ci, il est ça, et il fait pareil de son côté. Et si déjà on crée un lien de confiance, d'amical, comme on se parle, je parle à ma belle-mère comme si j'étais en train de parler avec ma propre mère. Mais vous êtes quand même conscient du fait qu'il y a certaines personnes qui, malgré tout ce qui va se faire au préalable, elles ne seront forcément pas d'accord avec le comportement de leur belle-fille, par exemple. Je suis d'accord. Voilà. Nous rencontrons souvent des belles-mères à caractère fort, même des capricieuses, elles surprotègent un peu voilà. leur fils. Et c'est normal peut-être, mais c'est dérangeant. C'est normal. Mais une fois que la femme est déjà dans le foyer, je pense que le rôle, tu as pris soin de ton enfant. Et une fois qu'il devient majeur, je pense que c'est sa femme qui prend le rôle de la mère dans ces conditions. Donc, c'est à la maman de savoir ce que je dois dire, ce que je ne dois pas dire. Et c'est à toi, l'homme, de faire comprendre à ta maman, ma relation, c'est ma relation. Un mariage, c'est un homme et une femme. Donc, c'est moi et mon chéri. C'est l'homme et sa femme. Il n'y a pas de belle-mère, il n'y a pas de beau-père. J'ai une question pour Vanessa. Ça me permet de vous poser cette question. Dans le cas où l'homme héberge sa maman, c'est-à-dire qu'ils ne vivent pas dans la même chambre, hein, mais l'homme a construit une chambre pour sa maman dans la même maison, mais tout le temps, la maman ne fait que dire à son fils, écoute, tu dois prendre une autre femme, tu dois prendre une seconde femme pour qu'elle puisse mieux prendre soin de toi. C'est ce que je veux dire. C'est à toi, l'homme, maintenant, de faire comprendre à ta maman que ce n'est pas possible. Je suis avec une femme, elle me convient. Genre, c'est la base, en fait. Si elle doit rester avec moi, ma belle-mère, c'est peut-être ma maman, mais elle n'a pas le droit de dire ce qu'il ne faut pas à l'encontre, ou bien sûr, ma femme. Elle n'a pas ce droit. Mais elle pense forcément à votre bien ou au bien de votre mari. Ibrahim n'est pas d'accord. Façon. C'est possible, mais... Parce que quand on parle de la sorte, quand on dit mon mari c'est mon mari et voilà, elle est sa mère, mon mari doit la recadrer à chaque fois qu'elle déraille, il ne faut pas que cela laisse à croire que ce sera systématique. Alors, moi je pense que le rôle du mari, ce sera de rétablir la vérité où elle est. Si c'est la femme qui a raison, sa propre femme qui a raison, il faut qu'il ait le courage de faire comprendre à sa belle-mère que sa femme a raison. Et lorsque sa femme n'aura pas raison, il doit également être en mesure de faire comprendre à sa femme qu'elle n'a pas raison. Ce n'est que dans un climat de justice où on donne la part de vérité à chacun, la part de vérité qui lui revient, qu'on peut réellement rester en harmonie. Non, mais si c'est autant difficile de maintenir l'équilibre entre la belle-mère et la belle-fille, pourquoi ne pas faire maison à part, tout simplement? On ne peut pas rejeter une belle-mère. Une belle-mère, c'est... Parce que là, il est dit indéfiniment. Oui. Indéfiniment, ça peut dire... C'est pas de façon occasionnelle. Là, c'est beaucoup plus tendu. Parce que la belle-mère va tout le temps vouloir se prononcer. En tant que personne âgée, en tant que maman, forcément, c'est normal. Vous voulez la mettre dans un asile? Non, pas forcément. Elle a un mari. Justement. C'est là le problème. Elle a un foyer. Elle a un mari. Bon, il y a des cas où elle n'a pas de mari. Et c'est vous, cet enfant-là avec qui elle a souffert, c'est vous qui devez l'héberger. Maintenant, c'est parce qu'il y a des problèmes qu'il faut dire, il faut faire foyer à part. Ça, ce sont des choses qu'on n'avait jamais entendues. Et progressivement... Malheureusement, non, s'il y a possibilité. C'est la mondialisation. Si je me permets, il faut aussi hiérarchiser les rapports. Parce que quand ça va commencer par clasher, il faut que la belle-fille sache, attention, il faut que je me fasse.
Parce que elle est belle-mère, elle est déjà d'un âge certain, elle ne va pas tarder avec nous. Donc je préfère prendre sur moi, patienter jusqu'à ce qu'elle change. Et ces belles-mères-là qui, quand elles font à répétition et que vous ne réagissez pas, elles-mêmes, elles abandonnent. Elles comprennent que ce qu'elles font n'est pas bien du tout. Peine perdue. Et puis, bon, Que faites-vous? elles reviennent. Non, mais elles Abi, reviennent à la permettez, je ne raison. suis pas vraiment d'accord avec le Allez-y. fait que elle est ma belle-mère, elle est super âgée et je préfère prendre sur moi, elle va bientôt partir et tout ça. Et si elle ne part pas, mieux vaut, je suis plutôt d'accord avec le fait qu'on discute et qu'on essaie de se comprendre que de se dire, ok, je supporte, j'encaisse et j'attends qu'elle parte. Parce que si elle ne partait pas, et que ça durait, je ne sais pas, 5 ans, 10 ans, c'est vous qui allez vous faire du mal. Non, c'est déjà Donc, bien que vous reconnaissiez que ce ne sera pas agréable de faire foyer à part avec Non, une mais belle-mère. s'il y a Mais possibilité... déjà, quand il y a Non, un dialogue, je ne dis pas que si on peut par c'est le dialogue obligé. établir Je ne dis pas l'harmonie que c'est par une le dialogue, obligation de le faire dialogue. maison à part. Oui. Mais je vous pose la question de savoir s'il fallait choisir entre faire maison à part, s'il y a possibilité bien sûr, et rester ensemble. Puisqu'il y a tant de mal à rester ensemble, il y a tant de difficultés à une belle-mère et à une belle-fille de cohabiter ensemble, est-ce qu'il ne serait pas mieux de choisir l'option de faire maison à part Et qui restera avec l'enfant. avec l'enfant, sa Avec femme? l'homme. Sa femme, Donc, vous êtes en train de demander à l'homme de s'éloigner de sa mère. s'il y a Pas possibilité. C'est ça qui n'est pas... Non, pas forcément. C'est ça qui n'est pas Pas moralement forcément, de acceptable. toutes les Oui, façons, il Vanessa. sera, s'il est encore marié, si elle est bien sûr encore mariée, elle sera avec son homme Avec et son les mari. autres, les petits frères et les petites sœurs. Et puis, l'homme a la possibilité de rendre visite à sa mère à n'importe quel moment. Aussi, si la belle-mère Elle peut mariée, venir elle est aussi. dans son foyer, il lui sera difficile elle-même de vouloir venir rester dans votre foyer Oui. et de façon éternelle. Si cette belle-mère-là, qui décide de venir rester chez vous, certainement c'est parce qu'elle n'a plus personne à la maison. Certainement c'est parce que son mari, son époux est déjà parti, elle n'est plus ensemble avec son Et époux. peut-être qu'elle n'a pas la Est-ce qu'il faut la- possibilité. Voilà, est-ce qu'il faut l'abandonner là-bas? Quel que soit son caractère, je pense qu'il vaut mieux supporter, trouver des solutions, que ce soit par le dialogue, Oui. bien par la hiérarchisation, par la patience, tout ça. Quand même, il faut rester ensemble. C'est pas, tenez, par exemple, quand on a des enfants, ces enfants ne s'entendent toujours pas. Oui. Est-ce la raison pour laquelle on éloigne l'un? Non. Non, ils restent toujours ensemble et par la force des choses, ça finit par aller. La voix de la sagesse. Hein. Je pense que c'est normal, c'est logique, parce que vous savez, quand bien même vous avez beaucoup d'argent et vous décidez prendre une domestique à votre mère ou à votre parent âgé, la domestique ne peut pas Combler le vide. combler le vide, prendre soin de, Voilà, de votre parent. Aussi Et bien là, que vous. Et là, il y a Ça, une c'est situation vrai. qui s'est produite avec une personne âgée d'une autorité de ce pays, sa maman, paix à son âme, qui est décédée parce que, vivant ailleurs, vivant seule, même malgré l'argent que la fille a, la maman est décédée en grippe dans la nuit parce qu'elle ne trouvait personne qui va l'aider Ok, à elle manger. était toute Elle seule. était toute Elle seule. était Donc, toute seule. je pense qu'il vaut mieux avoir nos parents Près de nous. Voilà. Ou bien les mettre dans un asile, ce qui n'est pas faisable chez nous. Dans un asile, au moins, ils se rencontrent Je avec des préfère pas, personnes je de la même préfère génération. qu'elle reste avec moi. Et supporter même les quand ça ne disputes va de pas. tous les jours. Tenez, que même quand vous avez l'habitude de prendre vous le disputer risque. avec quelqu'un et qu'on éloigne la personne, elle vous manque. Oui, ça vous Oui, manque. là. Ça, c'est sûr. Bien sûr, Ça vous c'est ça. manque. Mais il faut dire aussi que en tant que femme, également, il faudra supporter les défauts de sa belle-mère parce que il y a certaines femmes au foyer qui, même quand la belle-mère leur dit la vérité, elle ne veut pas prendre sur elle-même, genre réfléchir sur ça. Elles sont déjà C'est- sur un pied de c'est- guerre. Depuis. Voilà, C'est aussi une question d'expérience. Si elle a vécu dans un milieu où sa belle-mère, enfin sa grand-mère, piétinait un peu trop sa mère, elle Voilà. vient sur un pied de guerre. Donc, c'est un réel travail de communication qu'il faut faire. Vraiment. Il Je faut pense qu'on préparer va aussi faire, nos filles, enfin, nos Accepter- femmes à accepter Vivre avec leur de vivre belle-mère. avec leur Tenez, je vais belle-mère. vous faire une confidence. Allez-y. Il y a de ces Vous parlez jeunes de ta filles-là femme, ta aujourd'hui. belle-mère Non. Allez-y. Il y a de ces femmes-là, de ces jeunes filles-là aujourd'hui qui prient, qui jeûnent, qui font de l'aumône juste pour la mort de leur belle-mère.
Des oui, filles c'est mariées, vrai. c'est ça? Ou Ou pas encore mariées, Oui, elles bien prient pour sûr. tomber sur une personne. Ça dépend du comportement également de la belle-mère. Qui prie pour Ah tomber non, sur mais un ça, garçon, c'est quand même peut- limite, qui hein. prie pour trouver un Peu homme importe ce qu'elle te dont fait. la mère ne vit plus. Oui. Il y a Bien de sûr. ces femmes-là. Ouais. Oui, bien Je sûr. pense qu'on a un peu Que vous vicié. connaissez? Bien sûr. Non, Sérieusement? mais je pense que ça C'est dépend de léger. J'ai l'expérience du mal à y de croire. chacun. Franchement, j'ai Non, du vous mal à avez croire. pas. On peut peut-être le Qui font dire des level. en blaguant, Pas mais en blaguant. aller jusque, c'est pas. Non, non. C'est franchement. possible. Bien sûr que c'est Si tu ne possible. peux pas supporter C'est la possible. belle-mère, c'est pas, tu en parles avec ton mari, mais au point de pas. Au point de. C'est possible de si jeûner. déjà le mari t'interdit de dire quelque chose à l'encontre de sa mère, c'est que... Non, mais je pense que prier pour qu'une personne meure, c'est pas justifiable. Il n'y a pas de raison qui puisse justifier ça. Il y en a C'est qui pas font ces- justifiable. qui font ces prières, qui s'agenouillent, Bien qui sûr. demandent à Bien Dieu Bien sûr. de faire en sorte Qu'elle meure. de tomber sur un homme. Ok. Un homme dont la Donc mère elles ne le déjà- connaissent même pas encore. Mais elle ne veut Mais pas elle dit- même qu'elle soit vivante quand elle sera avec son mari. Et ces jeunes femmes-là aujourd'hui oublient qu'elles-mêmes elles seront belles-mères, elles seront appelées C'est à vrai, enfanter. justement. Et ce qu'elles font aujourd'hui, certainement qu'on le leur fera. Certainement d'autres personnes vont prier pour qu'elles ne soient plus vivantes quand elles seront mariées à leurs enfants. Donc, on a vicié un peu le climat, on a vicié un peu la façon de penser des jeunes filles. On leur a fait croire que quand vous vivez avec votre belle-mère, ça n'ira jamais. C'est le chaos. Il y a, Alors, il y a ce le n'est pas fait ça. aussi que les maris parlent mal de leur mère auprès de leur épouse. Ce qui crée vraiment beaucoup de tension entre les deux. Ça, je sais pas, c'est un manque de maturité au niveau des femmes aussi. Parce que même si on te parle mal de ta belle-mère, tu fais comme si tu ne savais rien. Puisque la belle-mère ne t'a rien dit. Justement. Toi, tu fais comme si tu ne savais rien. C'est aussi simple que De ça. toute façon, Vous ne donc, priez pas d'avoir... Ah non! dans la Non. maman est déjà partie ou les parents sont déjà partis? Non, absolument Tu pas. vas faire, tu vas faire des belle-mère avances à la sera fille, en elle forme, dit c'est sûr. Tortue au béa. Dans le processus de drague, on pose ce genre de questions. Ah oui, Tu es orphelin par hasard. Non, mais quand même. en, Donc, on en va espérant faire, que la réponse soit oui. Un dernier tour de table pour clôturer. Ibrahim, on vous écoute. Un dernier tour de table. Bien, pour résumer un peu ce que moi j'ai dit, c'est que cela est faisable, quoique difficile. Il faut donc savoir hiérarchiser les rapports, savoir c'est qui le chef de la maison. Il faut également que chacun connaisse sa place. C'est revenu ce mot. Il faut que chacun connaisse L'expression, sa le place chef de la maison. dans la maison. Et également, quand il y a un problème, il y a un différend, il faut se référer au chef de la maison, qui est l'homme. Même si l'homme est avec la mère de sa femme, quand il y a un problème, il faut qu'on se réfère continuellement à l'homme. Parfois, les féministes très prononcées pensent que Faut quand profiter on dit... pour jeter de l'huile sur le feu. Quand on dit Mais bon, que l'homme je vous laisse faire est quand même. hiérarchiquement le chef, pense que c'est rabaisser la femme. Ce n'est Non. pas ça. C'est que c'est donner, c'est respecter le rôle qui revient à chacun dans la société. Et on ne peut pas vivre dans une société sans chef. Je pense que c'est un Et débat sur sociologiquement, lequel historiquement, on va revenir tout à l'heure, mais historiquement, le temps est cela a été complètement dévolu à parti. l'homme. Donc, Et faut c'est le un laisser. plaisir pour moi de vous couper la parole. Vanessa. Plaisir partagé. Non, moi, je pense que c'est possible, c'est faisable. Il faut juste maintenir les liens. Mais mettez les bases sur... Il faut que les bases soient établies. Il faudrait également que chacun ait sa part de responsabilité. C'est tout. D'accord. Merci. Le sujet aujourd'hui, c'était peut-on héberger indéfiniment sa belle-mère? Et la conclusion, tout simplement, c'est la communication. Habib, InnoBuzz, c'est fini. Ma jeunesse dorée continue. Jeunesse dorée continue et le sujet de votre rubrique des lettres et des arts, c'est bien sûr livres numériques et apprentissage scolaire, avantages ou dangers. C'est une grosse interrogation. Vous allez voir nos chroniqueurs littéraires Ibrahim Adamou et Harim Lassissi, voilà, croiser les mots pour nous à proposer des réponses. Mais avant, ce sera le bulletin des informations culturelles. We play for life music. David B. Sounds Club.
Ton fantôme continue à saigner. Bébé, ton fantôme continue à saigner. Ton fantôme continue à saigner. Bébé. Ça fait bientôt 1 an, et je ne peux m'en remettre. Mon l'immédiat tout est 5 ans, et ça m'a fait tourner la tête. Victoria Secret au mur, j'imagine ta belle forme. Ton parfum dans le lit, nos filles way au port. C'est Dieu, ton fantôme continue à saigner. Bébé, ton fantôme continue à saigner. C'est Dieu, ton fantôme continue à saigner. Bébé, elle est vie, non pas jalousie. Notre monde était à Fifadji. Dans mon ciel, j'ai beau papi. C'est toi qui me tiens dans tes bras. Pourquoi Anna nous t'a changé? Mando, Nido. Alors pour mon repère, y'a quoi à midoué? Mon sintier ko sisi. M'toué non djédjédji. Y'a quoi à viviti? Na hakuchi lumwe. Comment sont toi vivi? Y'a quoi jomindo ton ambleu? C'est Dieu, ton fantôme continue à saigner. Tout sur la culture, c'est ici et maintenant sur des livres et des lettres avec Harim Lassisi, notre chroniqueur littéraire. Harim, bonjour. Bonjour Habib. Alors, vous pétez la forme. Comme d'habitude. Beaucoup de soleil dans Toujours, votre vie. toujours. Avec une belle cravate. Merci beaucoup. D'accord. Alors, la première information avec vous, Harim Lassisi, c'est bien sûr... enfin, la première manche, c'est bien sûr avec vous, Harim Lassisi. Tout à fait, tout à fait. Alors, bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Cette semaine, le bulletin culturel et littéraire prend son envol au siège du CNOA, Conseil national des organisations d'artistes, où s'est tenue une rencontre publique d'échange entre le Bubedra, les artistes et les acteurs culturels ce mercredi 7 décembre 2022. À la faveur de la dite rencontre, les artistes et acteurs culturels ont passé en revue les différentes questions relatives à la vie de l'institution, son fonctionnement, les désirs sociétaires et la vision de l'État dans le secteur. Awida, c'est le festival Glehwehwe qui battait son plein le samedi 10 décembre dernier à Benin Nord. Plusieurs activités étaient inscrites au programme, entre autres remises de prix, dégustation culinaire, sans oublier le géant spectacle avec les artistes comme Anateco, Jospinto, Polyrhythmo, Rexouza et bien d'autres. Direction Institut français du Bénin pour parler de cette projection cinématographique organisée au cours du festival Lagune Image qui a eu lieu le jeudi 8 décembre passé. On continue ce bulletin pour parler de la grande soirée de compétition dénommée Miss Littérature Bénin 2022 qui s'annonce pour le 23 décembre prochain au Centre culturel chinois de Cotonou. Cette compétition connaîtra la participation de 10 jeunes filles pour une seule couronne. Parlant toujours de littérature, on rappelle ce café littéraire qui s'est tenu le samedi 10 décembre 2022 au CAEB Attaquet de Porte-Novo autour du thème Enfants de la rue dans la danse du vilain, un ouvrage de Fiston Mwanza Moujila. Un tour au Togo pour annoncer la programmation d'une soirée cinématographique intitulée La femme du fossoyeur, le mercredi 14 décembre prochain à partir de 19h à l'Institut français du Togo. Une mise en scène, signée Kada Adirus Ahmed.
Au Congo, on nous informe du démarrage de la rencontre internationale de théâtre de Brazzaville ce jour, mardi 13 décembre 2022. Rencontre qui s'étendra jusqu'au dimanche 18 décembre de la même année. La rencontre sera suivie d'un appel à candidature dans différentes activités telles que ateliers d'écriture, poésie et slam. D'une rencontre à une autre, on rappelle que du 6 au 10 décembre 2022, à l'Institut français du Congo, a eu lieu une rencontre professionnelle avec des conférences, des tables rondes, des ateliers et des projections. On reste toujours dans la même capitale pour annoncer le concours de nouvelles qu'organise l'Institut français du Congo du 19 au 22 janvier 2023 dans le cadre de la 7e édition des Nuits de lecture. La date limite de l'inscription est pour le jeudi 22 décembre prochain. En termes d'actualité internationale, à présent, on retient que la 17e édition du festival Chansons sans frontières des droits humains et liberté d'expression du concours international d'écriture a été lancée. Cette année, il s'agira pour les participants de rédiger un texte de chansons en français sur le thème passager du temps au plus tard le 18 décembre prochain. Les gagnants bénéficieront d'un séjour en France avec beaucoup d'autres lots. Nous voici à la fin de cette revue. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve mardi prochain, même heure, même émission, même continent. Mardi prochain, même heure, même émission, même continent et même télévision aussi. Nous allons passer à la deuxième manche. Ce sera toujours avec vous, Arim Lassissi. Oui, évidemment. Évidemment avec Ibrahim Adamou. Voilà. Ibrahim Adamou. Oui. Oh, bonjour. Bonjour à vous. Alors, le thème, c'est tout simple. Livre numérique et apprentissage scolaire, avantages ou danger. Arim. Alors, on va rester avec Ibrahim. Qu'est-ce que le livre numérique c'est ça? Bien, on pourra dire de façon très simple qu'un livre numérique, c'est un livre qui est accessible sur des supports numériques, des supports technologiques, à savoir ordinateur, smartphone, micro-ordinateur, etc. Ou bien sûr des tablettes. Donc, ce sont des livres qu'on ne lit pas, qui ne sont pas en version papier. On ne les touche pas, on ne les feuillette pas tel qu'on a l'habitude de le faire avec les livres traditionnels. On ne les touche pas. Oui, Harry. Alors, comme il a dit, je crois qu'il a tout dit. Le livre numérique, c'est ce livre-là dont on peut avoir accès grâce à l'Internet. Ces livres qui sont publiés. Vous pouvez lire et tout, mais ça ne donne pas une présence physique comme on l'a avec les livres traditionnels, comme il a dit. On peut l'avoir partout, on peut avoir ces livres partout. Oui, je crois qu'on peut les avoir partout, il suffit d'avoir une connexion. Oui, je trouve qu'on peut les avoir partout, c'est l'avantage. Par exemple, Dogissimi partout, je peux télécharger Dogissimi partout. Partout, mais... Ah, d'accord. Donc, c'est possible que nous ayons Dogissimi si les détenteurs de Dogissimi ont décidé de le numériser. Voilà. Ont décidé de le mettre sur les plateformes de livres numériques. Et que cela soit légalement téléchargeable, parce qu'il y a un autre danger, peut-être on reviendra sur ça, sur la circulation même du livre numérique à travers les canaux digitaux. Mais les livres numériques sont quand même, nous sommes dans une ère où tout tend à se dématérialiser, où tout tend à se numériser. Aujourd'hui, on fait des transactions d'un point à l'autre sans toucher à l'espèce sonnante et trébuchante. De la même façon, les livres également sont aujourd'hui accessibles sans... Alors, si vous permettez, moi je voudrais qu'on parle quand même du bénéfice. Ce que un auteur dont on publie les œuvres, on numérise les œuvres, qu'est-ce qu'il gagne? Oui, déjà parce que déjà au Bénin, il y a eu ce conflit-là entre auteurs de livres. Oui, tout à fait. Vous vous rappelez? Oui. D'accord. Donc, il y a des marchés également numériques, donc tout se numérise. Il y a des librairies numériques où on peut proposer ces livres numériques. Ah bon? Oui, la version numérique de... Des machines numériques? Oui. Des librairies numériques? Des librairies numériques. Et il faut donc acheter ces livres-là sur Internet. Cependant, il y a ce revers-là. Récemment, le 1er décembre, non pas décembre, le 1er novembre de cette année, il y avait une grande librairie, une grande plateforme numérique où des milliards de livres sont accessibles, sont téléchargeables.
Mais cette plateforme a été saisie par le FBI américain. Pourquoi? Parce que c'est illégal. Il y a des auteurs qui ont retrouvé leurs œuvres sur cette plateforme-là, alors qu'ils n'avaient, sans leur autorisation, ils n'avaient un retour en rien du tout. Mais comment est-ce que l'œuvre va faire pour... C'est le danger. Ça, on peut déjà, un livre qui existe, on peut le scanner et le mettre sur la plateforme. Donc ceux qui avaient acheté ces livres-là ont scanné des livres et les ont mis à la disposition des autres. Et donc les autres y ont accès gratuitement, de façon illégale. Donc ce réseau a été démantelé. Mais ce réseau, je ne vais pas le dire ici, j'espère qu'on ne m'écoute pas, ça rendait service à beaucoup de millions de personnes, à beaucoup de ceux-là qui n'ont pas les moyens à débourser et pour s'acheter un livre. Il y a des livres qui ne traversent pas la surtout mer. Les étudiants. Voilà. Il y a des livres qui ne traversent pas la mer, qui ne viennent pas ici, qui sont introuvables chez nous. Mais sur cette plateforme, quand vous y allez, vous avez plus de chances de retrouver ces livres-là dont vous avez besoin et qui ne se retrouvent pas dans nos librairies. C'est vrai que ce n'est pas légal. Mais c'est souvent avec des fautes, avec des coquilles, souvent. Voilà. Oui, mais ça dépend aussi de quel livre on a mis. Si c'est un livre qui a été scanné, ça signifie que c'est exactement la même chose que celui qui a ça en version papier, avec les mêmes pages. Même des livres qui ne sont pas scannés. Il y a aussi parfois un auteur peut donner, je suppose que vous êtes auteur, vous écrivez une œuvre et vous donnez la version numérique à Arim. Et lui, il a un ami aussi. Il le donne à son ami qui a également un ami, le donne à l'autre. Et cela finira donc sur une plateforme internet de façon numérique. Finalement, vous, auteurs, vous n'y gagnez pas grand-chose. Donc, ce numérique peut être un danger quand c'est mal contrôlé. On n'a pas encore les livres des auteurs béninois en numérique. Non, pas encore vu. Il y en a, mais c'est pas légal. Ah, c'est pas légal. C'est pas légal. Donc, vous savez de quoi vous parlez. Alors, on vient au fait. Cette numérisation du livre, est-ce que ça comporte des avantages pour les apprenants, vous trouvez? Parce que vous savez que toucher un livre physique, traditionnel, vous lisez, en même temps vous travaillez votre vocabulaire, vous travaillez votre lexique, et ça rehausse. D'accord? Et ça vous donne, ça forge votre personnalité. D'accord? Et à travers le livre, on peut voyager. Le livre tel que je garde le test des aspirants. Alors, lorsque vous avez un livre, vous détenez un livre, c'est une richesse. Alors, mais à partir du moment où ça n'existe pas, c'est sûr, numérisé comme vous le dites là. Est-ce que ça représente des avantages pour les apprenants, vous trouvez? Bien, pour répondre, je voudrais d'abord me référer au professeur Midio, qui dit que lire un livre, ça fait l'amour avec le livre. Pas avec la femme. Fait l'amour avec le livre. Donc quand vous prenez déjà le livre, professeur Midio Rouen, il faut le dire, professeur émérite de littérature. Professeur Midio Rouen, sommité de la littérature au Bénin, en Afrique, de la littérature africaine dans le monde. Voilà. Donc il dit que lire un livre, c'est faire l'amour avec ce livre. Parce qu'il faut le toucher. Pour le toucher, il faut déjà commencer par apprécier la texture, même du livre. Voilà. Il faut le toucher au dos, il faut le toucher avant de commencer par l'ouvrir. Il faut le mettre sur le lit. Voilà, sur le lit, etc. On peut le lire partout. Très bien, on peut le lire partout. Et donc cela procure un plaisir presque jouissif. Donc d'avoir un livre avec soi et de le lire, de feuilleter le livre. On a la possibilité de retourner en arrière, on a la possibilité de prendre un crayon, de souligner. On sent l'odeur même du papier, du livre. Tout cela, tous vos sens sont mobilisés. On peut enjamber le livre. Voilà, tous vos sens sont mobilisés pour acquérir la matière même du livre. Tous vos sens. Tous vos sens. Que ce soit la vue, que ce soit le toucher, que ce soit le goût, tout est mobilisé donc pour... C'est ça. Maintenant, avec le livre numérique... Le goût, le goût. Bon, on va relever là. Pour en venir au livre numérique, est-ce que cela est possible? Je ne pense pas. D'abord, le livre numérique, vous n'avez que la possibilité de défiler. Vous défilez, vous lisez. C'est vrai que vous prenez connaissance de la quintessence même de l'œuvre, de son contenu, mais ce n'est pas avec le même plaisir que s'il s'agissait d'un livre en version papier. Et en plus, lorsque nous sommes avec nos gadgets électroniques et que nous lisons, il y a des notifications qui viennent et qui coupent à chaque fois votre plaisir de lire. Qui vous embêtent.
Vous coupez la connexion. C'est les cookies, freinent. Oui, les cookies, oui. Voilà, qui freinent votre élan de Vous lecture. coupez la connexion. Même lorsque vous coupez la connexion, vous avez de fortes chances d'être... Il y a cette tentation-là qui est omniprésente et qui vous pousse par exemple à aller voir, tiens, peut-être qu'il y a que j'ai un message, tiens, j'avais téléchargé une vidéo, je vais la regarder à nouveau. Voilà. Donc, ça ne manque pas ces idées tentantes-là qui viennent vous envahir. Et finalement, quand vous commencez une œuvre, au lieu de la lire de façon continue, vous la lisez de façon discontinue, de façon intermittente. Je parlais d'avantages, c'est les inconvénients que vous citez. L'inconvénient de cette numérisation du livre. Oui. Voilà. L'avantage, c'est que les livres qui ne sont pas disponibles chez nous ici, en version papier, peuvent être accessibles en version numérique. Il y a des livres dont on a besoin pour faire des travaux de recherche, etc., mais que nous ne retrouvons pas dans nos librairies. Quand bien même on a la poche, on a les moyens nécessaires pour le faire, on vous dira peut-être passer, déposer la commande, on va à notre tour faire la commande à l'extérieur, et quand les livres viennent, c'est généralement pas bateau et ça prend des mois. Alors que c'est une urgence, vous avez besoin de cela maintenant. Qu'est-ce que vous faites? Vous avez recours à votre livre électronique. Ça fait un avantage. Je crois que c'est le principal avantage du livre numérique. Mais il faut dire aussi que nous sommes à l'ère du numérique, comme vous l'avez rappelé tantôt. Nous sommes à l'ère du numérique. Et vous pouvez vous déplacer même avec votre bibliothèque. Voilà, on est à l'ère du numérique. Et moi, je trouve d'ailleurs, je pense qu'on avait déjà fait ce débat-là ici où on parlait de ce projet-là et qu'on proposait même au gouvernement de penser à cela dans nos collèges. Parce que, et vous avez trouvé que c'était un rêve déjà trop très onéreux, parce que déjà que avec le livre traditionnel, on les a difficile d'avoir une bibliothèque et de meubler cette bibliothèque-là. Maintenant, on parle maintenant de livres numériques, on parle de médiathèque et tout. C'est vrai, on pourrait faire une littérature et trouver que, par exemple, on peut engager des gens qui sont spécialistes en informatique, en sécurité informatique, qui vont faire ce travail-là dans nos collèges. C'est vrai, aider nos apprenants à faire le travail, à faire des exposés et autres. Mais d'abord, pied sur terre, parlons d'abord de comment faire pour avoir même les bibliothèques traditionnelles d'abord. Peut-être qu'en son temps, on pourra faire le mariage, ce mariage de bibliothèque et de médiathèque et dans les collèges, au sein des collèges, qu'on puisse gérer. Oui, et c'est vrai, il faut d'abord songer à équiper nos bibliothèques, nos écoles, nos centres de formation de bibliothèques. Parce que le livre, c'est vraiment très important. Je peux dire qu'il y a très peu de choses qui égalent le livre en matière d'importance dans cette terre. Quand vous voyez les religions, on parle de religion, du livre, etc. Donc le livre est vraiment central. Très important. Parce que, comme on le dit, l'homme ne vit pas que de pain. L'homme n'est pas uniquement constitué de chair. La partie la plus importante de l'homme, ce n'est même pas la chair, c'est ce qu'on ne voit pas. Et ce que nous ne voyons pas, ce sont les livres qui le nourrissent. Donc, le livre, quelle que soit la façon dont il faut y accéder, il faut vraiment y aller. Merci. Donc, pour cela, moi je préconise d'abord qu'on aille, parce que nous sommes un pays à économie pas très développée, donc on pourrait d'abord chercher à mettre en place des bibliothèques avec des livres à version papier. Parce que quand on parle de médiathèque, cela requiert le recrutement de nouvelles compétences et à grande échelle. Il faut également des gadgets, des ordinateurs, il faut l'électricité. Combien parmi nos 77 communes, combien d'écoles ont accès à l'électricité? Même ici, mais même pas loin d'ici, pas loin de et pas que les Cotonou. Il faut parler maintenant de la fibre. Voilà, de la fibre optique, de la fibre Internet. Pas loin même de Cotonou ici. Il y a des écoles dans lesquelles vous ne pouvez pas faire cours, des écoles publiques, je dis, où vous ne pouvez pas faire cours à partir de 18 h. Parce qu'il n'y a pas d'électricité. Bien sûr. Donc, vous voyez, tout ça, je pense qu'il faut d'abord tabler sur les bibliothèques, avec des livres en version papier. Maintenant, il y a quelque chose, il y a un paradoxe que je ne comprends pas. Récemment, on a appris qu'aux États-Unis, dans la Silicon Valley, et quand on parle de Silicon Valley, ce sont les plus grosses technologies de ce monde. Ce sont les plus grosses entreprises de technologie de ce monde. Google, Amazon, sont tous dans la Silicon Valley. Et les patrons même, les directeurs de la Silicon Valley, décident de créer une école pour leurs propres enfants. Et tenez-vous tranquille, dans cette école, ils exigent qu'il n'y ait rien d'électronique.
Absolument rien d'électronique. Qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie qu'il y a a certains qui travaillent pour asservir numériquement une partie de la population, pour asservir numériquement d'autres. Tandis que ceux-là qui ne perçoivent pas encore la réalité même de la chose, pensent que c'est l'idéal à atteindre et mettent tous les efforts pour y arriver. Quand on parle La de toute la dernière question, tout à fait, justement, quand on parle de la numérisation, il y a ce qu'on ne voit pas. Quand l'enfant, on donne un smartphone à un apprenant, tout ce à quoi il a accès en dehors du livre dont on parle, on ne sait pas. On ne sait pas. C'est toujours dangereux. Et moi, je dis, pour finir, je dis que, quelle que soit la valeur, la place que va occuper ce livre numérique, il ne pourra jamais évincer la place du livre traditionnel, version papier. Êtes-vous d'accord? Oui, absolument. Votre mot de... Le livre papier, c'est, à mon avis, le livre le plus important. Maintenant, lorsque ce n'est pas accessible ici et que c'est la version numérique qui s'offre, il faut aller avec parce que le livre, quelle que soit sa version, c'est vraiment très important. Même chose pour le journal en version papier? Oui. Cela vous permet quand même d'avoir de l'information. En version papier, quand ce n'est pas en version papier, vous n'allez quand même pas rejeter une version qui n'est pas papier. Vous risquez de rester sans information. Vous n'aimez pas la science ou... Merci à vous, chers chroniqueurs littéraires. Merci. Nous allons retrouver le plateau de Junior d'Afrique dans un instant. Je connais le Blasiaf, tu peux m'appeler Papa Yazir. Du vrai prod. Hammond, legend. Sure. Ficha, tere liye main hu jeeta. Hey, tu lage Mona Lisa. Tu hai mamacita, mon bébé. Tu hai meri sweeter. Tujhe kahin dekha na maine. Tu ma melody de ma vie. Je vais tout jouer à ma maman. Na jana, meri baby kahin na jana. Mina fly se fi Suigana. I don't know really where the marijuana. Na jana, meri baby kahin na jana. Mina fly se fi Suigana. I don't know really where the marijuana. Chica, mo baby. Yek bene. Chica, ma chica, mo baby. Magbao. Chica, mo baby. Yek bene. Chica, ma chica, mo baby. Magbao. I don't kick it that way. I don't G forward. I need a new for you, but I don't G blow it. Valorisation salariale, quel impact sur les performances des enseignants? Voilà le sujet au cœur de Junior d'Afrique. Et nous recevons Alessandre Adjinan, qu'on ne présente plus. Alessandre, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Syndicaliste Pontin, enseignant de français, voilà, jeune leader et tout. Merci d'être avec nous pour ce plateau. C'est moi. En face de vous, l'intrépide Arim. Faites le poids devant Alessandre. Bon, on reconnaît la tisse à l'œuvre. Hein. D'accord, bon. D'accord, tout simplement. Alors, Alessandre Adjinan, vous avez suivi l'actualité selon laquelle le gouvernement augmente de 30% le SMIC et c'est au grand bonheur des enseignants. Merci. Il est important de préciser que l'augmentation du SMIC concerne le secteur privé et le secteur parapublic. Nous avons choisi le nom du secteur des enseignants. Oui, et l'augmentation du SMIC ne concerne pas les agents de l'État. Mais c'est un effort à saluer parce que cela est intervenu de commun accord avec les représentants du patronat. Et le patronat qui constitue une organisation syndicale des employeurs. C'est ça qui est le patronat. Maintenant, s'agissant des salariale. Oui, s'agissant des agents de l'État, oui. Parce que l'on soit du secteur privé, du secteur
parapublic ou du secteur public, nous allons tous dans le même marché. Donc, dans quel contexte la revalorisation est-elle intervenue? Et en ce qui concerne les agents de l'État, il faut rappeler le contexte. Il est important de rappeler d'abord que c'est dans un contexte où, déjà en 2017, avec la mise en application de la loi 2015-18 du 1er septembre 2017 portant statut général de la fonction publique, et les enseignants, les travailleurs ont constaté que leur salaire a légèrement diminué. Quelle est la raison? La raison, c'est que la part ouvrière a augmenté. Oui. C'est avec cette loi qu'il est consacré que le cadre de la catégorie C ou de la catégorie D va à la retraite à 55 ans, le cadre de la catégorie B à 58 ans et le cadre de la catégorie A à 60 ans. Et en dehors de ça, il y a également la loi 2021-15 du 23 décembre 2021 portant Code général des impôts en République du Bénin. À ce niveau-là, il faut dire que avec le taux appliqué par tranche de salaire, la plupart des travailleurs ont constaté que leurs salaires ont aussi diminué. Donc, ça fait deux niveaux où les salaires ont diminué. À cela s'ajoute la cherté de la vie qui a rendu le pouvoir d'achat véritablement faible. Donc, c'est dans ce contexte que la revalorisation salariale est intervenue. Maintenant, de quoi cela retourne? Il faut retenir que ce qui revient à tous les travailleurs sans distinction aucune, c'est 3%. 3% de revalorisation du point indiciaire. C'est un effort que nous reconnaissons et que nous saluons, mais on pouvait faire mieux. Comparaison n'est pas raison, dit-on, mais il faut rappeler que déjà, à travers le décret 2009-007 du 19 janvier 2009, le régime qui a précédé celui-ci a procédé à une revalorisation du point indiciaire. Le point indiciaire était à 2864 et avec cette revalorisation de 5%, c'est porté à 3007. Donc, le point indiciaire a connu maintenant une revalorisation de 3% et c'est ce qui est commun à tous les travailleurs, y compris les retraités. Maintenant, il y a cette augmentation. Non, c'est une augmentation. Quand on dit sur salaire, c'est une augmentation par tranche de salaire. Et parce que le gouvernement n'a pas appelé sous-salaire. Non, lorsqu'on prend les gains petits qui ont un salaire de moins de 100 000, il y a une augmentation de 40 000. Ça, c'est les paliers. Oui, c'est les paliers. Donc, ça fait 4 paliers en tout et pour tout. Et 40, 35, 30 et 10 000. Oui, voilà. Madame Lassissi, vous avez aussi suivi l'actualité dans le secteur de l'éducation, dans le secteur de l'enseignement. Non, je rappelle que c'est une augmentation qui concerne tous les travailleurs. Oui, il ne s'agit pas, rien de spécifique n'a été fait aux enseignants. Nous nous interrogeons, mais les enseignants sont des salariés. Oui, mais c'est une augmentation qui concerne tous les agents de l'État. Oui, mais je ne comprends pas pourquoi l'accent est mis sur le secteur de l'éducation. Bien sûr. Non, je trouve que l'accent que Habib essaie de mettre sur l'éducation est tout. Pour moi, c'est important de le faire. Pourquoi? Parce que vous allez comprendre que même si on dit tout de suite que ces enseignants-là qu'on appelle aspirants n'ont pas été pris en compte avec pas cette revalorisation salariale et tout, et il y a cette question-là. Et qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que le statut de ces enseignants-là a connu de nouveau dans cette affaire de revalorisation salariale et tout? Il y a eu cette question. Et c'est plutôt... Et les gens étaient beaucoup plus à cheval sur cette question-là. Donc, on peut dire tout de suite que l'éducation, d'ailleurs, c'est un secteur de vie. Vous savez ça.
Donc, on peut dire, suivant ce point de vue, simplement, je trouve qu'Habib peut mettre l'accent sur le secteur d'éducation. Oui, là, il faut clarifier les choses. Lorsque vous voulez mettre un accent sur ce qui est fait au préinséré qu'on appelle non, il ne s'agit pas de préinséré. Il a pris un exemple. Il a pris, je m'intéresse. Oui, mais moi, je m'intéresse de plus près aux questions c'est de éducatives. ça que je parle. Non, l'éducation, c'est la première priorité. Voilà. Nous l'avons toujours dit au vu de la loi. Aujourd'hui, avec la question de revalorisation salariale de tout le personnel, les agents de l'État, lorsqu'on vient dans le secteur de l'enseignement, comment est-ce qu'on peut voir l'impact? Quel impact cela pourrait avoir sur le secteur tout entier? Bon, puisque vous avez voulu vous intéresser à la situation des préinsérés, il faudrait... Par les préinsérés. Oui, par les préinsérés. Les AME, nous parlons de l'enseignement, nous parlons de l'éducation, nous parlons du secteur de l'enseignement. On va y arriver, mais étape par étape, parlons du cas général. Bon, je crois que... la question. J'ai l'impression que non, cela ne vous... il n'y a pas... Mais vous êtes enseignant. Oui, mais vous ne pouvez pas dire que cela ne... Vous n'êtes pas content d'avoir ça. Non, vous parlez comme si il n'y a jamais eu de revalorisation par le passé. Moi, je crois que les enseignants n'ont rien eu de spécifique. Voilà, dites-nous alors. Je vous rappelle que on parle même d'une augmentation de 51% au primaire et de 50% au secondaire. Et on saurait dire pourtant, ici, vous savez tout ça. On saurait dire ici, sans courir le risque de te tromper, que ça, ce n'est rien du tout. Tout comme si on n'a jamais eu de révélation salariale. J'espère que vous avez dit que les enseignants n'ont rien reçu, c'est faire preuve. Vous avez eu à tenir une autre séance avec le gouvernement qui vous a permis d'avoir ces chiffres. Parce que ce que moi je sais, il y a 4 paliers, c'est-à-dire salaire compris entre 0 et 100 000, moins de 100 000, ça fait 40 000. Entre 100 et 200 000, ça fait 35 000. Entre 200 et 500 000, ça fait 30 000. Et entre 500 et 700 000, ça fait 10 000. C'est ce que tous les travailleurs ont eu. Donc, ceux qui ont converti ça en pourcentage, je ne sais dans quel laboratoire ils ont pu trouver ces pourcentages-là. Si moi, je dois faire le point, ça ne fait même pas 25%. Attention, ces chiffres-là, c'est à peine 25%. Maintenant, on parle de 51%. Je crois que c'est une incantation. Et il faut dire que... Oui, c'est une incantation. Permettez-moi... Permettez-moi de vous donner les informations. C'est-à-dire, en dehors de ce que j'ai dit, c'est-à-dire 3% pour tout le monde, 40 000, 35 000, 30 000 et 10 000. Il n'y a plus rien d'autre. Maintenant, si c'est ça que vous avez converti en pourcentage, vous êtes les seuls à savoir là où vous êtes allé trouver ces pourcentages. Parce qu'il y a déjà trop de communication autour de cette revalorisation. Et vous m'amenez à dire, non, permettez-moi de vous dire, permettez-moi de vous dire qu'un régime a déjà fait, qu'un régime a déjà fait quelque chose de spécifique aux enseignants. Le temps. Il s'agit, permettez, il s'agit de l'allocation d'incitation à la fonction enseignante. Et ça, nous l'avions eu comme prime en 2008 et par la suite, nous avions souhaité que cela accompagne les enseignants à la retraite et cela a été consacré par le décret 2010-101 du 26 mars 2010. 25% aux enseignants. Mais les enseignants n'ont eu rien de spécifique. Voilà, ça m'amène prime de rentrée. Un instant, on revient. Vous parlez d'un gouvernement défunt qui aurait peut-être fait le même travail. Non, c'est pas qui aurait fait, qui a revalorisé les salaires, qui a accordé un avantage particulier. Incitation, allocation d'incitation à la fonction. 25%. Mais le temps dont on parle, c'est important. Nous sommes à quelle époque? Nous parlons, vous avez parlé tout à l'heure dans votre entame, vous avez parlé de cette cherté de la vie là. On est d'accord. Nous sortons d'une crise sanitaire qui a cloué et a mis à genoux presque toutes les économies. Et nous sommes également actuellement dans une période, nous traversons une période très critique. Et vous le savez.
Donc, quand vous parlez, vous faites d'abord, d'ailleurs, comparaison n'est pas raison. Et quand on dit que l'autre gouvernement, passé de quelques années derrière, on parle de ce gouvernement, quand même, ce n'était pas les mêmes conditions, on est d'accord. Et il faut opiner avec objectivité. Je trouve qu'il faut opiner avec objectivité. Moi, je salue le travail qui a été abattu. Je trouve d'ailleurs que cette revalorisation salariale est intervenue dans une période où on en avait besoin. Et il faut saluer. Il faut reconnaître ce qui est fait avant de poser maintenant et demander maintenant ce qui reste. Je cite, bon, je parle la phrase exacte dans la tête, mais je sais que Chadaré, il a dit, on salue ce qui a été fait. Mais c'est ce que nous avons dit aussi. Voilà, on salue ce qui a été fait, mais on va continuer par secouer le cocotier. C'est comme si c'est un acte extraordinaire qui a été posé. Non. Il y en a eu mieux par le passé. Je m'excuse. Comparaison n'est pas raison. Il y en a eu mieux par le passé. Ce qui est fait maintenant, nous saluons ça. Mais lorsque vous prenez cela comme de l'extraordinaire, du jamais vu, je vous dis non. C'est pour cela qu'il est important de comparer. Maintenant, lorsque il y a un aspect sur lequel je voudrais intervenir, parce que le porte-parole du gouvernement, après cette rencontre, a tenu des propos qui ont surpris plus d'un. Il a parlé de la mensualisation des primes. Mais voilà ce que nous disons. Des secrétaires généraux des confédérations centrales syndicales avec les représentants du patronat étaient à une séance où on leur a présenté le tableau, ce que le gouvernement a prévu faire. On sort de cette rencontre au cours de laquelle il n'a pas été du tout question de la mensualisation des primes. Mais il revient dire maintenant que le gouvernement a fait l'option de mensualiser les primes et on a divisé ça par 12. De quoi? Non, il a été question des 3% de revalorisation au profit de tout le monde et des montants qui ont été évoqués. Ça s'arrête là. Mais par la suite, c'est un manque de considération à l'égard des travailleurs et de leurs représentants. Écoutez, inventer, ce n'est pas dans le contexte. Inventer, je crois que vous êtes en train de prêter des intentions au porte-parole. Mais si les représentants des travailleurs n'ont pas été présents à une rencontre au cours de laquelle cela a été décidé et que ça sort après, c'est une invention. Une autorité de la République invente. Non, mais vous ne comprenez peut-être pas le sens du mot inventé dans ce contexte. On comprend. Ça n'a pas été évoqué lors de la séance. Je crois qu'il faut faire très attention. Les travailleurs ne sont pas d'accord. Je prends le secteur. Non, je prends le secteur de l'éducation. Mais par quelle magie le gouvernement pourra-t-il calculer les primes des enseignants? Parce qu'il y a des spécificités. D'abord, les enseignants ont une prime annuelle. Et c'est au titre de l'année écoulée. Lorsque les enseignants ont leur prime à la veille de la rentrée, c'est au titre de l'année écoulée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui a fini et qui doit faire valoir ses droits à une pension de retraite a également droit à cette prime. Maintenant, quelles sont ces primes-là? Lorsque l'enseignant qui n'a pas tenu de classe d'examen n'a pas droit à la prime de gratification, par exemple. Parce qu'il y a des primes qu'on ne saurait calculer sans que la rentrée ne démarre. Parce que les enseignants, chaque fois au milieu de l'année, envoient leur dossier. Et on sait que tel a une troisième, tel a une terminale. Il a droit à la prime de gratification. Celui qui n'a pas la classe d'examen a une prime de rendement. Maintenant, dans les zones où on envoie les enseignants, les zones d'accès difficiles, il y a orange, il y a jaune, il y a rouge. Donc, les zones déshéritées. Un enseignant peut ne pas avoir de classe d'examen cette année et l'avoir l'année prochaine, vice-versa. Un enseignant peut être en fonction dans une zone déshéritée cette année et ne plus l'être l'année prochaine, et vice-versa. Mais sur quelle base le gouvernement peut calculer la prime des enseignants et diviser ça par 12 pour faire une augmentation sur cette base? Il n'y a pas du tout de cohérence dans ce que nous avons entendu. Vous n'avez pas fait des propositions. Par rapport à ça. Non, ce n'est pas possible. Non, on ne discute pas. Les secrétaires généraux
n'ont pas fait ce débat avec le gouvernement. Mais quand les laisse sortir de la négociation et on revient dire maintenant que nous avons mensualisé les primes, c'est un manque de considération à l'égard des travailleurs de l'Europe. Et ce n'est pas puisque vous avez évoqué, puisque vous avez évoqué, considération. Je vous en prie, Alessandra Djina. Et de quoi ça a été dit? Écoutez, puisque vous avez évoqué, manque de considération, vous dites c'est pas ça. Mais dites ce qui s'est passé alors. C'est vrai que c'est vous qui posez les questions. Vous ne pouvez pas dire. Monsieur Adjina, vous avez évoqué le secteur de l'éducation. Oui. Alors, parlons-en. Tout à l'heure, Habib parlait de ces enseignants qu'on appelle communément préinsérés ou AME. Voilà. Oui. Ceux-là, qu'est-ce que vous dites par rapport aux avancées qu'ils ont connues? Bien sûr. Merci. Parce que je voudrais en parler, mais vous avez dit qu'il faut parler de général des enseignants. Voilà. Et voilà, vous voyez, il n'y a pas eu d'augmentation de salaire chez les préinsérés. Ce que nous avons regretté amèrement. Parce qu'on a dit revalorisation des salaires. Mais au niveau des préinsérés, les salaires n'ont pas été revalorisés. Mais il n'y a eu aucune augmentation. L'augmentation n'a pas concerné les préinsérés. Maintenant, mais vous connaissez les raisons, non? Ce qu'il y a eu... Non, moi, je ne suis pas membre du gouvernement pour connaître les raisons. On dit augmentation de salaire au profit de tous les travailleurs. Les préinsérés sont des travailleurs. Ils sont des enseignants à part entière et non des enseignants entièrement à part. Travailleurs de l'État. Si j'étais agent de l'État, est-ce qu'on allait parler d'un test pour encore les recruter en tant qu'agent contractuel de l'État? Non, j'allais en venir. Hein. Voilà. Par rapport aux préinsérés, ils ne sont pas concernés. Non, par rapport aux préinsérés, non, ils sont bel et bien concernés. Logiquement. Parce que l'éducation constitue la priorité des priorités. Je suis d'accord, mais vu de la loi. J'ai la parole. Permettez-moi d'aller au bout de mes idées. Donc, l'éducation, c'est la priorité des priorités. Au vu de la loi, je ne voudrais plus reprendre les référents de la loi portant orientation de l'éducation nationale. Maintenant, lorsqu'on parle des préinsérés, pour que notre pays puisse accéder à un développement digne du nom, mais on doit valoriser le secteur de l'éducation. Et pour valoriser le secteur de l'éducation, lorsque vous prenez le sous-secteur des enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle, vous avez à peine 12 000 agents de l'État et parmi eux, les fonctionnaires de l'État ne sont pas nombreux, à peine 1300, mais vous avez plus de 14 000 préinsérés. Ça veut dire que ce sont les préinsérés qui tiennent le système. Et lorsqu'on parle d'une revalorisation des salaires et qu'on ne tient pas compte des préinsérés, ça veut dire qu'on ne veut pas valoriser le système, on ne veut pas de l'amélioration de la qualité de l'offre éducative. Maintenant, ce qu'il y a eu seulement... Vous permettez, oui. Il y a peut-être, ils n'ont pas peut-être connu... Ce qui a été fait pour les préinsérés, il n'y a pas eu revalorisation chez eux. Vous permettez, s'il vous plaît. Non, ne parlez pas d'argent de l'État. On leur a permis d'avoir 11 mois sur 12. Et je me demande encore, parce que les 2 derniers mois, on a dit moitié-moitié. Vous voulez payer le salaire aux collègues et vous leur... Non, ça là, quelle formation va faire pendant 2 mois? Ça là, non. Le gouvernement a décidé... Les tests, je suis d'accord que les particuliers ont prévu qu'il y ait des recyclages au profit du personnel enseignant pendant les vacances. Mais on ne va pas prendre les préinsérés et dire qu'on est en train de les former pendant 2 mois. Non, ils n'ont pas de vacances. Non, ça là, je crois que c'est une annonce à revoir. Elle se voit. Maintenant, par rapport à la situation des préinsérés, on a dit qu'il y a une passerelle pour qu'ils deviennent agents de l'État. Mais c'est à l'étape d'annonce. Mais par quelle magie on va faire ça? Moi, j'ai fait des propositions. J'ai dit, laissez-moi faire le développement. J'ai dit, également cette évaluation salariale qui a eu lieu finalement. J'ai dit, il faut une passerelle prévue par la loi. Soit on va modifier la loi portant statut général de la fonction publique pour introduire cette disposition permettant aux préinsérés de devenir agents de l'État. Maintenant, lorsqu'on parle d'un autre test, ça pose un problème parce que les préinsérés ont déjà fait 3 ans. On a dit ceux qui ont déjà fait 3 ans. Mais lorsque vous prenez, au vu de la loi portant embauche, la loi
2017-09 du 29 août 2017. Mais la période d'essai, c'est 3 mois. Les préinsérés sont en essai pendant 3 ans. Non, c'est ça que je n'ai pas compris. Les 3 ans là, est-ce que ça constitue une période d'essai? On dit maintenant c'est après 3 ans qu'on va faire les préinsérés des ans. Alors que la période d'essai, c'est 3 mois. Non, les préinsérés ne sont pas des esclaves. Ça pose un véritable problème à mon niveau. Vous convenez que pour tout voyage, il faut un premier pas. Il faut comprendre qu'il faut d'abord faire un premier pas avant d'en faire d'autres. Et qu'est-ce que vous appelez le premier pas? On était... Les tests ont parlé de période d'essai de 3 mois. Les enseignants. Les collègues ont fait 3 ans. Et on dit que c'est maintenant qu'ils vont passer les enseignants qu'on appelle. Alors qu'ils ont eu à passer un test avant d'être Ces enseignants qu'on appelle préinsérés sont des gens qui étaient payés 9 mois sur 12. Oui. Et maintenant, on apprend que ça passe de 9 à 11. Ils n'ont pas connu de revalidation, mais l'effort qui a été fait, c'est les 2 mois de rallonge. Voilà, maintenant, la formation est très importante. Quand on parle d'enseignants, je connais, il y a mon directeur qui dit, Ismaël Atoro, qui dit, pour enseigner un petit doigt, il faut connaître comme un gros bras. Il faut d'abord penser également à la formation. La formation, parce que nous avons pour intégrer cette catégorie. On ne peut pas améliorer l'offre éducative. C'est de ça il s'agit. D'accord. Merci beaucoup, Harim Lassisi. Merci beaucoup, Alessandra. Votre mot de la fin. Mot de la fin. Non, l'appel que je voudrais lancer au gouvernement, c'est de surseoir à cette décision qui consiste à répartir les primes spécifiques sur 12 mois et sans en aviser les représentants des travailleurs. Ça, c'est très important. Et il faut penser au secteur de l'éducation en essayant de former les professeurs adjoints qui attendent depuis des années d'être envoyés en formation. C'est très important parce que cela ne fait que arranger le système. Il faut que les PA en attente soient formés pour devenir professeurs certifiés afin que l'offre éducative soit améliorée. 30 secondes. Oui, 30 secondes. Je dirais plutôt, je tire chapeau au gouvernement pour le travail qui a été abattu. Et je trouve que, comme je l'ai déjà dit tantôt, il faut qu'on va continuer par secouer le cocotier pour que d'autres fruits tombent également. Ça va donner, donc ce n'est pas comme vous l'avez dit, annonce simplement. Donc, quand une autorité parle, c'est quand même une autorité. Donc, nous, à la fois que... Merci beaucoup à vous, Alessandra Avinan, sacré Alessandra Avinan. Merci également à Harim Lassisi pour ce plateau. Nous allons retrouver la dernière rubrique de cette émission, c'est bien sûr Kiff numérique. Jean Kadontia, il a fait para, tel en bas nous et fia. Gogote à cadeau, ben mon. C'est gravé dans ma tête, la première fois des Akisinumi. Qu'il aurait cru, pour toi j'ai changé, comment tu as fait à nos fouloumi. T'es jolie, ce qui me fait craquer c'est ton sourire. T'as gagné tous les points, la première fois tu m'as eu dans ton lit. T'es mon oxygène, t'es mon sucre, t'es mon anti-peine. Près de toi je suis zen, t'es mon roi et je suis ta reine. Visupoye na jinoué, nos familles jayouanoué, et nos femmes on kunoué. C'est toi mon bébé, y'a pour jacho. Toi et moi c'est jusqu'à la mort. Les états de couple ils auront tort. Ce qui est sûr, nos familles sont d'accord. Donc y'a pour jacho. La mort, les états de couple ils auront tort. Ce qui est sûr, nos familles sont d'accord. Nos familles sont d'accord. Je t'aimerais jusqu'à aller au cimetière. Maman, tu n'en donnes nous midon. On nous si ouais.
Sur tes paupières, tu es si beau et j'en suis fière. Toi et moi c'est pour la vie, toi et moi jusqu'à la mort. Toi et moi c'est pour la vie, yeah. Je t'aime si fort. Et sous poignet na djinoué, nos familles djinouanoué, et nos femmes on a couloué. C'est toi mon bébé, y'a pour djacho. Toi et moi c'est jusqu'à la mort. Les états de couple ils auront tort. Ce qui est sûr, nos familles sont d'accord. Doni pour djacho. Merci, chers téléspectateurs, pour votre fidélité. Eh bien, c'est la dernière rubrique de cette émission. Vous le savez déjà, c'est Kiff numérique avec Léa Ovidio. Léa, bonjour. Bonsoir, Habib, comment allez-vous? Je vais très bien et vous? Ok, très très bien. D'accord. Ce soir, nous parlons de la robotisation. Quelle chance pour l'Afrique. Et vous savez déjà, Monsieur Habib, que la Covid-19 semble ne plus être d'actualité, mais on dénonce de plus en plus d'impact. Au quotidien, nous en avons de très positifs, notamment dans le domaine du numérique. Et si nous prenons l'exemple de notre continent, l'Afrique, elle est déterminée à proposer des solutions numériques pérennes pour sa jeunesse. Et nous avons désormais des solutions, des concours comme l'Amazon du digital au Bénin, l'éco-conception dont on a parlé la dernière fois, et plusieurs d'autres solutions. Et aujourd'hui, nous parlerons de la robotisation. Quelle chance pour l'Afrique. Et je reçois pour nos chers téléspectateurs deux invités. Monsieur Prudence Aïvi, qui est astronome et passionné de robotique. Et monsieur Adonchede Kelvin, qui est aussi passionné de robotique. Et ma première question va en l'endroit de monsieur Prudence. Alors, monsieur Prudence, comment définissez-vous la robotisation? Alors, la robotisation, c'est l'ensemble des techniques qu'on utilise pour implémenter l'utilisation des robots dans notre vie au quotidien. Donc, dans tous les domaines, que ce soit l'industrie, dans le domaine de la médecine ou tout simplement dans le domaine de la science. Et quelle différence avec la robotique? Voilà. Donc la robotique, c'est l'ensemble des sciences et technologies qu'on utilise pour construire des robots. Et on définit un robot comme une machine composée de microcontrôleurs, de capteurs et d'actionnaires qui est conçue avec un système logique pour faire des tâches précises. Donc, dont le fonctionnement, dans la plupart des cas, ressemble ou bien essaie de copier le fonctionnement de l'homme, qui est le système le plus complexe qu'on connaît sur Terre. Mais non, après ces différentes définitions, dites-nous, quelle est la différence entre robotique et robotisation? Voilà, la robotique, dans la robotique, plutôt, on cherche à construire les robots. Et dans la robotisation, on cherche à les implémenter, c'est-à-dire à les utiliser dans le quotidien, dans tout ce qu'on fait, dans tous nos aspects de la vie du quotidien. Voilà un peu. Donc la robotique construit et la robotisation cherche à populariser ou bien à utiliser le plus massivement possible dans tous les domaines de la vie du quotidien. D'accord. Alors monsieur Kelvin, dites-nous, c'est la même différence, comment vous établissez cette différence entre la robotique et la robotisation? Je suis plutôt d'accord avec la définition que M. Prudence vient de donner. Pour moi, dans le premier cas, celui de la robotique, c'est construire les machines, y appliquer un certain système, une certaine logique, un certain fonctionnement. Et dans le cas de la robotisation, c'est plutôt comment appliquer tous ces systèmes-là, toutes ces machines qu'on a construites, comment les aligner, les agencer pour avoir un fonctionnement donné en fonction de l'usage. D'accord, merci beaucoup. Et dites-moi, quelle est la différence entre l'intelligence artificielle et la robotisation? La robotisation, celle s'applique principalement aux machines. Donc, c'est des machines et des systèmes, alors que l'intelligence artificielle, c'est plutôt
Comme le dit le nom, hein, c'est une intelligence qui n'est pas forcément humaine, qui n'est pas humaine du tout, qu'on essaie d'intégrer dans les machines justement pour avoir cette récurrence ou ce fonctionnement qu'on est en train de chercher. Donc disons qu'il ne peut pas y avoir de robots sans intelligence artificielle alors. Oui. Je suis totalement d'accord avec cette définition. L'intelligence artificielle fait fonctionner des systèmes ou des robots. D'accord. Donc, c'est comme le corps humain. Oui. Le corps, il est là. Une intelligence, elle est forcément dans le cerveau. Oui. Donc, il n'y a pas de corps sans... il n'y a pas d'intelligence à mettre s'il n'y a pas un corps pour recevoir l'intelligence, en fait. Donc, j'ai répondu à la question? Oui, je pense. Hein. Oui, c'est bien. Pensez-vous que l'Afrique peut recourir à la robotisation ou voilà. Est-ce que l'Afrique peut recourir à la robotisation? L'Afrique a déjà recours à la robotisation dans plein de systèmes, dans pratiquement toutes les nouvelles industries. Il y a déjà ce principe de robotisation qui est intégré, qui n'est autre que l'automatisation. Hein. Donc, ce n'est pas forcément des humanoïdes, ce n'est pas forcément des robots personnes qui ressemblent à des humains. Ça va être des bras robotisés, ça va être des systèmes conçus pour produire, par exemple, les jus d'ananas. On peut dire par exemple qu'on est en train de robotiser tout le système pour que ce soit la façon de mettre les capsules, la façon de disposer les bouteilles, de mettre les jus dans les bouteilles, etc. Donc c'est forcément des systèmes robotisés qui font cela, parce que si c'est des hommes qui vont le faire, ça va prendre une éternité peut-être. Alors Monsieur Prudence, on parle de robotisation en Afrique. Est-ce que vous connaissez déjà les pays qui sont vraiment ancrés dans la robotisation, qui le font à plein temps en Afrique de l'Ouest peut-être, plus spécifiquement? Bon, le constat de manière générale en Afrique, tout ce qui est de la robotisation, nous sommes en retard comme dans beaucoup d'autres technologies, mais il y a toujours, comme c'est le cas dans plusieurs domaines, des pays qui sont en avant, comme des pays comme l'Afrique du Sud, des pays comme le Ghana ou le Nigeria. Et pour information, le Nigeria, récemment, il y a un chercheur avec des universitaires qui ont construit le premier humanoïde d'Afrique, qu'on appelle Omefi. Donc, c'est un robot qui ressemble à un homme, donc qui est capable de parler plusieurs langues comme le français, l'igbo, l'anglais. Donc, si je prends le cas de l'Afrique du Sud, par exemple, c'est notamment le pays le plus industrialisé de l'Afrique. Et comme mon confrère vient de le dire, les robots, la robotique est beaucoup utilisée dans le domaine de l'industrie, notamment pour la construction, que ce soit des véhicules, tout pour automatiser les chaînes d'industrie. Donc voilà un pays qui est vraiment en avant dans le domaine de la robotique. Il y a également l'Égypte et globalement les pays d'Afrique du Nord, les pays du Maghreb, où déjà ce qu'on constate par rapport aux pays d'Afrique de l'Ouest, c'est qu'il y a des formations. Donc, vous pouvez faire des masters en mécatronique, en robotique. Ce n'est pas encore vraiment le cas, surtout en Afrique de l'Ouest francophone. Maintenant, des pays comme le Nigeria ou le Ghana, c'est vraiment le cas où des étudiants travaillent sur des projets concrets. Et voilà. En fait, je voulais revenir sur ce que vous étiez en train de dire. Mais est-ce qu'il y a des procédés déjà au Bénin, au-delà des formations, qui nous amène déjà à aller vers ce domaine, la robotisation? Est-ce qu'il y a vraiment... Bon, pour le moment, je n'en connais pas. On est plus encore... Bon, on n'est pas encore dans la robotique, vraiment, mais il y a de plus en plus de formations où on voit où on initie les jeunes à la programmation et à construire des systèmes robotiques, mais pour ce qui est de l'application, nous en sommes encore vraiment loin parce qu'on n'a pas encore des chaînes industrielles, par exemple, où on pourrait facilement appliquer des processus de robotisation. Donc, on est encore plus à batailler pour l'enseignement ou bien la formation dans le domaine de la robotique. Mais là, comment se fait la formation, Monsieur Kelvin? Parce que là, votre confrère, il parle de la formation. Et dites-nous un peu, est-ce que grâce à cette formation, nous irons vraiment vers l'objectif? Est-ce que nous atteindrons vraiment la robotisation? Je ne suis pas forcément tout à fait d'accord avec ce qu'il vient de dire. Pourquoi? Parce que je pense qu'il y a aujourd'hui beaucoup de... Enfin, on a beaucoup, je ne vais pas dire idéalisé, mais il y a beaucoup de fantaisie autour du concept de la robotique, où certaines personnes ont comme l'impression que pour dire que je fais de la robotique, il faut forcément que je conçoive un humanoïde ou que je conçoive une fusée, etc. etc. Alors que, enfin,
on est dans un pays et il y a plein d'industries. Donc forcément, il y a quand même des systèmes robotisés qui marchent depuis des années. Donc je pense que c'est important de dire qu'il y a quand même des industries qui sont implantées depuis des années. Il y en a de nouvelles qui sont là, qui font de beaux travail. Et on va parler par exemple de la G10, de cette zone industrielle qui est installée. Forcément, hein, enfin, je ne suis pas encore allé, mais forcément il y a beaucoup de systèmes robotisés, sinon ça va être un pas en avant et puis 3 pas en arrière, quoi. Donc pour répondre à la question concernant les formations, il y a des Fab Labs ici à Cotonou qui offrent beaucoup de formations alternatives, j'ai appelé ça comme ça, des formations alternatives, où concrètement ce n'est pas juste apprendre à programmer des microcontrôleurs ou à faire des petites choses, mais c'est vraiment partir sur un certain nombre de systèmes pratiques, concevoir. Il y a Hiroko, il y a Blolab, il y a d'autres centres de formation qui font des choses intéressantes. Il y a également des universités qui offrent la formation de robotique en fait dans leur package, voilà, catalogue de formation. Donc après, moi je pense que pour le moment, comme on n'a pas encore de grosses universités avec des standards européens, etc., c'est important que les étudiants, les personnes qui veulent étudier la robotique, en fait, au-delà de ce qu'ils voient sur Internet, de ce qu'ils apprennent dans les universités ou dans cette centre de formation, sont en mesure d'appliquer, en fait. D'appliquer, de partir sur des systèmes, de concevoir, de créer, d'inventer tout ce qu'on veut. Voilà. D'accord. Alors, c'est sur vos mots. Dernier tour, un mot de fin. Votre mot de la fin. Bon, moi, je dirais simplement que la robotique, c'est un domaine tout à fait fascinant qui fait appel à beaucoup d'autres domaines, la mécanique, l'informatique et l'électronique. Et il y a beaucoup de domaines d'application pour le Bénin. Et le fait de s'impliquer, de développer la robotique et travailler pour la robotisation au Bénin peut permettre de développer beaucoup d'autres domaines comme l'innovation, la recherche, tout simplement. Voilà. D'accord. Merci. Pour moi, je vais reprendre une phrase que j'aime dire dans mes articles. Le numérique, c'est pas que le digital, c'est pas que les sites web. C'est également tout ce qui est plateforme, comment concevoir de façon automatisée des tables, des chaises, une voiture, un sac, comment automatiser le système de couture. Bref, il y a énormément d'applications possibles pour ce domaine. Donc, arrêtez de sortir un peu de la fantaisie et... Allons dans le concret. Allons dans le concret, voilà. Alors, moi, je vais juste poser une question pour finir. Pour moi, personnellement, je ne vais pas demander à mes invités de répondre. Okay, allez-y. Mais pensons-y, c'est vrai, nous allons vers la robotisation. Mais espérons que ça ne nous crée pas encore des manques d'emploi, parce qu'on n'en a pas déjà. Il y a vraiment un taux élevé de chômage, et donc avec les invités, on va en parler dans les coulisses. Pourquoi pas. Merci beaucoup à vous aux vidéos. Merci. Léa. Merci. D'accord. Merci aux invités également. Merci également à vous, chers téléspectateurs. C'est déjà la fin de votre émission Jeunesse Dorée. Vous nous retrouvez sur l'ensemble de nos plateformes digitales, notre site internet www.etelebenin.com, notre page Facebook ETélé en direct, notre compte Twitter ETélé Live et notre application ETélé Bénin, ETélé avec vous, pour vous.